Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une affaire française ancienne et qui continue de faire parler puisque vous allez le voir, elle n'est toujours pas résolue. Il s'agit de l'affaire Agnès Leroux, une jeune femme de 29 ans qui aurait disparu le 27 octobre 1977 dans des circonstances étranges. Arte vient de sortir un documentaire exceptionnel sur ce sujet en 3 épisodes et m'a fait l'honneur de me contacter pour que je vous parle de cette histoire. Tant qu'ils savent pas où est le corps, ils peuvent rien. L'affaire Agnès Leroux. En 77, la riche héritière disparaît en pleine guerre des casinos à Nice. Maurice Agnelet, il a un mobile crapuleux. Amour, haine, trahison. Je me réserve de pouvoir, plus tard, m'expliquer. Un thriller judiciaire qui va durer 37 ans. Il faudrait tout de même que quelqu'un dise la vérité. Tant qu'il ne retrouve pas le corps. Mardi, dès 20h55, dans Théma. Vraiment, ce docu-série a été un gros coup de cœur. Je l'ai trouvé extrêmement bien fait, intéressant, hyper touchant. Et je vous invite absolument à aller le voir après cette vidéo. De toute façon, je vous en reparlerai à plusieurs reprises et je suis sûre que ça vous donnera envie d'aller l'écouter. Tant qu'il ne retrouve pas le corps est disponible dès maintenant, gratuitement, sur le site d'Arte. Je vous affiche le lien à l'écran et vous pouvez aussi le retrouver en barre d'informations. Allez, sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de la disparition d'Agnès Leroux. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous donne le contexte dans lequel cette jeune femme a disparu. Nous sommes le 30 juin 1977 à Nice, au Palais de la Méditerranée. C'est un immense bâtiment art déco très luxueux qui est notamment connu pour son casino. Ce jour-là se tient le conseil d'administration annuel qui réunit tous les actionnaires. Sont présents d'un côté la famille Leroux avec la mère Renée et ses 4 enfants, Patricia, Catherine, Jean-Charles et Agnès, détenant 50% de l'affaire. De l'autre côté se trouve Jean-Dominique Frattoni, un riche entrepreneur surnommé le Napoléon des Jeux. Frattoni est un personnage trouble associé à la mafia et un grand ami du maire de la ville, Jacques Médecin, au cœur lui-même de multiples affaires de corruption. La tension dans la salle est palpable. Un vote doit permettre le renouvellement du statut du PDG afin que René Leroux conserve sa place à la direction du palais. À tour de rôle, chacun des participants de la réunion se prononce pour ou contre le maintien de Renée en tant que directrice. Du côté Frattoni, on est contre. Ça fait des années qu'il tente de mettre la main sur le casino, poussé par Jacques Médecin, le maire, qui souhaite évincer la famille afin de transformer le casino en complexe lucratif. Alors, en ce qui concerne le jeu, puisque nous sommes installés à une table où nous ne jouons pas d'ailleurs, eh bien, je crois que là, la situation est excellente. Et il est certain que le Casino Rulle a vu cette année une très grande quantité de gros joueurs et les volumes de jeu ont été astronomiques. Frattoni, Jacques Médecin, qu'est-ce qu'ils se disent? Une femme entourée de 4 enfants, dont 3 filles, on va pouvoir les éliminer facilement. Du côté des Leroux, on ne cède pas. René vote pour son renouvellement. Ses 2 premières filles, puis son fils, se rangent de son côté. Vient le tour d'Agnès. Elle lance un regard de côté. Maurice Agnelet, son amant, lui adresse un signe de tête discret. Elle hésite, puis se lance contre. Tous les regards se braquent sur elle. Sa famille est sous le choc. Agnès vient de destituer sa mère. Les Leroux sont désormais minoritaires au conseil. Frattoni a gagné.
C'est au début des années 60 qu'Henri Leroux fonde avec des associés le Palais de la Méditerranée. Avec sa femme Renée, il possède la moitié des parts de l'établissement. Construit à la fin des années 20, c'est un édifice imposant à la façade blanche majestueuse, situé sur la promenade des Anglais. À ce moment, c'est l'un des lieux les plus incontournables de la nuit niçoise grâce à son casino qui attire la jet set. The casinos, flourishing as in the palmiest of pre-war eras, provide a romantic setting for those who wish to challenge fortune or simply to add a touch of excitement to their evening. Les Leroux ont 4 enfants dont ils ont peu le temps de s'occuper, trop pris par leur propre vie mondaine. Ils délèguent l'éducation à des précepteurs et des nurses et sont donc plutôt absents. Elle avait été mannequin chez Balenciaga. Et donc, bon, ben voilà, oui, il sortait beaucoup. Au décès d'Henri Leroux en 1967, c'est Renée qui reprend l'affaire du mieux qu'elle peut. C'est évidemment pas facile d'être une femme à cette époque-là à la tête d'un lieu comme celui-là, dans un univers qui est extrêmement masculin, mais elle tient bon. Elle est soutenue par ses enfants, Patricia, Christine et Jean-Charles, qui aident à la tenue du palais. En gros, pour que vous compreniez bien, c'est vraiment une affaire familiale et Renée tenait énormément à cet endroit. Elle a tout donné pour le maintenir, même si, de base, ça lui est un petit peu tombé dessus. Au milieu des années 70, Nice devient une ville extrêmement corrompue, la mafia y est très présente et tire les ficelles du plan politique. Jacques Médecin, le maire à ce moment-là, a un rêve, transformer la ville en une sorte de Las Vegas français. Il s'entoure d'entrepreneurs avides et ensemble, ils tentent de racheter tous les établissements du front de mer dans l'idée de les rénover, voire même de les raser carrément pour tout reconstruire. Alors évidemment, le palais de la Méditerranée les gêne. Alors Jacques Médecin, il a un grand projet, il est fasciné par les États-Unis et notamment par Las Vegas, et donc son grand projet c'est de transformer Nice en un Las Vegas européen, tout simplement. Le palais de la Méditerranée qui est une affaire privée, et je ne tiens pas du tout à interférer dans des affaires de caractère privé, c'est un grand bâtiment qui a été conçu pour une certaine forme de tourisme d'une certaine époque et qui ne trouve plus du tout sa clientèle, la clientèle pour laquelle il a été conçu. Mais comme vous l'avez compris, dans la famille Leroux, il y avait une personne pour qui le casino n'avait peut-être pas autant d'importance. Agnès Leroux est née le 14 septembre 1948. En 1977, elle a donc 29 ans et clairement, c'est celle qui est la moins intéressée par le fait de conserver le casino. Je ne travaillerai pas dans le casino parce que ce domaine ne m'intéresse pas. J'aurais pu hésiter d'un bordel, ça n'est pas pour ça que je trouverais intéressant de devenir proxénète. Je veux faire autre chose dans la vie. Elle rêve plutôt d'indépendance et de voyage. Ça fait quelques années maintenant qu'elle a l'esprit ailleurs. Après son mariage avec Jean-Pierre Henquet, le couple part vivre en Côte d'Ivoire en 1970 où la jeune femme se prend de passion pour l'artisanat local et entreprend d'en faire du commerce. Jean-Pierre l'a décrit comme pleine d'amour et de générosité, très créative et joyeuse. Elle était aussi un peu rebelle, assez sensible, avec un certain idéalisme et très attachante. En 1976, le couple divorce. Agnès s'installe à Monaco et y ouvre une boutique d'import-export. C'est à cette période qu'elle se rapproche de Jean-Maurice Agnelet, dit Maurice. Il est avocat, c'est lui qui a prononcé son divorce et c'est aussi un ami de la famille. Il a notamment eu l'occasion de travailler avec Renée, la mère d'Agnès, et il a déjà montré à plusieurs reprises son désir d'intégrer la famille Leroux. Ils commencent à se fréquenter alors qu'ils sont tous les deux encore mariés. Un témoin dit d'Agnès qu'elle était comme intoxiquée par Agnelet, elle avait pour habitude de dire « comme dit Maurice », il avait une emprise énorme sur elle et elle est très accro à lui.
Il n'a jamais envisagé de l'épouser et ça c'est quelque chose qui faisait énormément souffrir Agnès. Par contre, elle était consciente d'être manipulée par Agnelet, mais elle était amoureuse. C'est elle par exemple qui paye tout pour lui et tout le temps. Je t'aime et j'aime notre rencontre. A comme amour, absence, attente, attention, anarchie, à toi, à nous. Lui ne cachait pas vraiment son manque de considération pour Agnès. Par exemple, il donne le surnom affectueux Mamie à une de ses maîtresses, Françoise Losseur, qui lui demande s'il appelle toutes les autres comme ça. Et apparemment, Maurice ricane en lui répondant « Non, Agnès, c'est ma croûte », pour sous-entendre que c'est son portefeuille, c'est avec elle qu'il gagne sa croûte. Agnès voit la situation financière de Maurice comme un obstacle à leur relation, c'est aussi pour cette raison qu'elle voulait absolument récupérer ses parts du palais, mais elle réalise vite que ça ne change rien. Je croyais que c'était ça qui te manquait. La preuve est presque faite que ça ne suffit pas que tu deviennes rentier. Agnès est une jeune femme fragile, sensible, qui a des tendances dépressives et sa relation avec Maurice n'arrange pas les choses. En plus, elle est en rupture quasi totale avec sa famille après la trahison et elle se sent très seule. Elle s'accroche à Maurice, elle lui écrit des lettres dans lesquelles on peut vraiment sentir son désespoir. Je te veux, je t'attends, je t'espère. Le 4 octobre 1977, Agnès fait sa première tentative de suicide. Maurice en est informé mais il met du temps à appeler les secours. Pour lui, ça ne le concerne pas vraiment et il va même jusqu'à qualifier Agnès de cliente comme les autres. Quand elle se réveille à l'hôpital, elle est surprise de voir qu'elle a des bleus sur tout le corps, elle a du mal à se rappeler des événements, elle est confuse et dit qu'on l'aurait forcée à prendre des cachets. 2 jours plus tard, elle fait une deuxième tentative de suicide. De nouveau, Maurice appelle les secours, mais n'est pas plus alarmé que ça. Il se présente comme son avocat et se trompe en donnant l'adresse d'Agnès. Il ne dit pas aux pompiers qu'il a un double des clés, comme s'il voulait maintenir l'illusion qu'elle n'était que sa cliente. Oui, Dominique? Maurice? Ah, bonsoir. Bonsoir, je t'ai appelé déjà aujourd'hui, là. Oui. J'ai été tenu au courant. Pour ce matin? Oui. Oh là là. Alors, elle est maintenant hors de danger. Et donc, on est arrivé, donc elle est hors de danger. J'ai un problème quand même, c'est que je me sens pas ni le temps ni la vocation de prendre ce problème qui devient très très grave. Et il lui faudrait presque une personne à plein temps à côté d'elle. Tu comprends, ça c'est sûr. Je ne peux pas, moi j'ai à la fois mon cabinet, à la fois ma vie de famille, j'ai à la fois tout ça, et je ne peux pas déjeuner avec elle, dîner avec elle, faire ses repas, la sortir, l'amuser, mais elle est certainement ces jours-ci en état de crise et de maladie, de maladie psychologique, et d'effondrement moral. Mon impression, Dominique, c'est qu'étant donné... Si elle doit pas rester à Nice au milieu de ces connards-là, c'est pas la peine qu'elle y reste. À mon avis, elle ne peut plus rester à Nice. Ouais, parce que tout compte fait avec nous, il n'y a pas de problème. Si on a besoin d'une quelqu'un une fois, elle viendra et puis c'est tout. Hein. Naturellement. Pour comprendre un petit peu mieux le caractère de Jean-Maurice Agnelet, je pense qu'il est utile que je vous parle de son enfance et de sa personnalité. Déjà, c'est quelqu'un qui est décrit comme très charmeur, toujours dans la séduction, mais aussi imbu de lui-même et logoréique. C'était quelqu'un qui vous faisait croire qu'en plein jour, il faisait nuit. Alain Mergui, psychologue l'ayant examiné, a déclaré à son sujet « Il est très difficile d'appréhender la vraie nature de sa personnalité. On retire l'impression que seul son statut le préoccupe vraiment. Comme si le seul sujet pris en compte restait sa propre personne. » Agnès, elle, le décrit en des termes un peu plus littéraires. « Je ne sais plus à qui je m'adresse. Caméléon, oui, je sais. Mais un caméléon, c'est bien cette bestiole qui prend la couleur de l'endroit où il se trouve. » Mais laissez-moi revenir en arrière pour mieux comprendre qui était Maurice Agnelet. Il est né le 10 février 1938. Bien que ses parents tenaient des boutiques à Monaco, ils n'en étaient pas originaires, mais ils s'y sont installés parce qu'ils avaient reçu un petit peu d'argent, et ils n'étaient pas très aisés financièrement. À la maison, le père donne une éducation très stricte à ses 2 garçons, il les frappe pour les punir, et la famille vit complètement repliée sur elle-même. En 1961, son grand frère Gérard, 25 ans, étudiant en médecine, se suicide au gaz à Marseille. Ses parents sont en vacances en Suisse, à Vevey à ce moment-là, et ils ne se déplacent pas pour les obsèques.
Donc Gérard, le frère, a laissé une longue lettre en rendant ses parents responsables de son geste. Maurice a expliqué « Gérard avait déjà fait des tentatives de suicide. Mon père disait que quand on est étudiant en médecine, on ne se rate pas. À la 3e, il ne s'est pas raté. Il n'a pas supporté ce manque de tendresse et d'affection. C'était différent pour moi, car ce manque de tendresse ne m'a pas empêché de vivre. » Il n'empêche que cette enfance privée d'amour parental et ce traumatisme dans sa jeunesse ont dû marquer Maurice Agnelet plus profondément qu'il n'a jamais voulu le reconnaître. Il disait lui-même que ça avait créé une sorte de carapace autour de lui. À 20 ans, Maurice Agnelet travaille comme surveillant au lycée du Parc Impérial. Il fait la rencontre d'Annie Litas, élève du lycée, qui a 16 ans, et c'est son premier amour. Lui doit faire son service militaire et pour éviter d'être envoyé en mission à l'étranger, il épouse Annie rapidement. L'armée avait prévu de m'envoyer à Djibouti, mais comme je ne comptais pas m'y rendre, je me suis mariée en catastrophe avec Annie Litas. Ensemble, ils ont 3 fils, Jérôme, Guillaume et Thomas. Maurice Agnelet devient ensuite avocat en 1962 à Nice. Bien qu'il ne soit pas excellent dans sa profession et un petit peu fantaisiste, il a de nombreux clients parce qu'il ne leur fait pas payer d'honoraires. Dès la fin des années 60, Agnelet montre un vif intérêt pour la famille Leroux et tente à plusieurs reprises et par divers moyens de s'immiscer dedans. Il va notamment faire des avances aux 2 filles aînées, Catherine et Patricia, et puis il demande également à René Leroux un poste à la direction du palais de la Méditerranée, mais à chaque fois, en vain. C'est finalement par le biais d'Agnès qu'il trouve la porte d'entrée dans cette famille et que débute leur relation toxique. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'Agnès avait disparu le 27 octobre 1977, mais la vérité c'est que personne n'a pu déterminer la date exacte à laquelle elle s'est volatilisée. Agnès Leroux a disparu en 1977 à la veille de la Toussaint. Elle a quitté son appartement de Monaco, elle est partie avec ses valises au volant de sa Range Rover et depuis, plus de nouvelles d'elle. Les enquêteurs et l'accusation ont estimé sa disparition au moment de la Toussaint 1977, entre le 26 octobre et le 2 novembre. Alors c'est très vague, je vous l'accorde, mais la raison est plutôt simple. La police n'a été informée de sa disparition qu'en février 78, soit 4 mois après les faits. Vous imaginez bien que ça n'a pas facilité le travail des enquêteurs, parce que dans un cas de disparition, ce sont les premières 24 heures qui sont les plus cruciales. En plus, ce retard a fait que les témoignages des proches n'étaient plus aussi fiables. Après autant de temps, les souvenirs sont moins précis et c'est normal. Par exemple, la mère d'Agnès a affirmé qu'elle avait parlé à sa fille pour la dernière fois le 27 octobre, avant de dire que finalement c'était le 26. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a autant tardé à prévenir la police? Déjà parce qu'Agnès avait la réputation d'être imprévisible et il lui arrivait souvent de partir en voyage sans prévenir. Ensuite parce qu'Agnès était en froid avec sa famille à ce moment-là et n'avait que très peu de contact avec elle. Alors bien sûr tout le monde était inquiet, mais Agnès avait rompu les ponts avec eux. Il n'était donc pas surprenant qu'elle ignore les nombreux appels de sa mère et de ses frères et sœurs. Et puis il faut pas oublier le contexte, on est dans les années 70, le téléphone portable n'existe pas et la communication n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Les gens avaient pas vraiment pour habitude d'être quotidiennement en contact, d'autant plus quand ils partaient à l'étranger. On avait déjà vu ça dans l'affaire de Charles Sobrage, si vous vous souvenez. Il pouvait facilement y avoir une latence de quelques semaines, voire mois, avant que les gens s'alarment. Et enfin, Maurice Agnelet a lui aussi sa part de responsabilité parce qu'il rassure les Leroux qui l'appellent régulièrement parce qu'ils cherchent à avoir des nouvelles d'Agnès. Mais pour lui, elle doit sûrement être en train de faire la fête quelque part. Il leur dit elle est comme ça, un petit peu fantasque et surtout très spontanée. Je crois, j'ai des appels d'amis d'Agnès et eux me paraissent plus tranquilles. Ils pensent qu'elle a foutu le camp, qu'elle a pris sa range et puis qu'elle a foutu le camp, elle en avait marre des uns et des autres. Ah bon? Et qu'elle a foutu le camp faire la Java, quoi. Hein, ouais, qu'elle allait faire sa Java, bon. C'est au moment des fêtes de fin d'année que la famille commence à véritablement s'inquiéter parce que ça ne ressemble pas à Agnès de ne pas donner signe de vie. Ils ont toujours fêté Noël ensemble. Et puis le 13 février 78, René Leroux dépose finalement plainte pour séquestration arbitraire sur sa fille. Environ 2 semaines après, la police fait enfin une perquisition au domicile d'Agnès à Monaco. Mis à part le courrier accumulé devant la porte, il n'y a pas grand chose qui sort de l'ordinaire. Rien sauf un papier épinglé sur une table à dessin
qui ressemble étrangement à une lettre d'adieu. Désolé, mon chemin est fini, je m'arrête là. Tout est bien, Agnès. Je veux que ce soit Maurice qui s'occupe de tout. Mais les enquêteurs ont du mal à croire à la thèse du suicide. On n'a pas retrouvé de corps et sa voiture a disparu. Ils veulent écarter aucune piste et toutes les hypothèses sont envisagées. Agnès aurait pu choisir de disparaître volontairement. Je vous l'ai déjà dit, elle était rebelle et imprévisible et elle était déjà partie à l'étranger sans prévenir qui que ce soit. Mais pour sa famille et ses amis, c'est vraiment impensable. Elle aurait fini par donner des nouvelles. Elle était quand même très proche de son frère, qui était aussi son confident, Jean-Charles, et elle l'aurait contacté à un moment ou à un autre. En plus, Agnès avait des projets sur place et son entreprise qui fonctionnait bien. Et puis, elle ne serait pas partie sans son argent, pour lequel elle avait quand même trahi sa famille. Donc les policiers écartent rapidement cette thèse. Ensuite, on l'a vu, Agnès disparaît dans un contexte de guerre des casinos, et la riche héritière aurait très bien pu être éliminée par la mafia locale, soutenue par le maire de Nice. En effet, la famille Leroux, c'était un obstacle à son projet de transformer la ville en Vegas de la Côte d'Azur. Mais non seulement on n'a aucune preuve matérielle, on sait également que la disparition d'Agnès portait préjudice aux affaires de Jean-Dominique Frattoni, qui avait encore besoin de son vote pour mener ses projets crapuleux à bien. Concernant Renée Leroux, la mère d'Agnès, certains la suspectent d'avoir voulu se débarrasser de sa propre fille suite à la trahison familiale. Elle qui s'était toujours battue pour conserver la direction du palais, qui avait résisté à toutes les tentatives d'intimidation de ses adversaires, elle aurait pu vouloir se venger de sa fille. Mais de nouveau, les enquêteurs n'y croient pas, c'est elle qui a déposé plainte et qui se bat pour qu'on retrouve sa fille. Pourquoi ferait-elle ça si elle était responsable de sa disparition ? Ça nous laisse donc Jean-Maurice Agnolet qui avait un mobile financier évident, mais également un désir de vengeance. Quelques mois plus tôt, Renée Leroux avait refusé de lui céder la direction du casino et il serait parti en disant « je me vengerai ». Pour la police, Agnolet est le suspect numéro 1, il a un mobile et il a retiré une somme conséquente du compte suisse qu'il partageait avec Agnès, moins de 2 semaines après sa disparition. Le compte est même entièrement vidé en février 78. 3 millions. Comment on appelle ça sur un compte joint à Genève. C'est pas moi qui ai dit à Agnès « Je veux que ça soit sur un compte joint !» Non, non. C'est dans son optique à elle, on est assez intime pour que déjà on partage ça. On verra par la suite que j'ai même pas besoin de partager. On verra par la suite qu'elle me laisse le tout. Tout ça conduit les enquêteurs à le placer en garde à vue pendant 48 heures en septembre 1978. Sans surprise, il nie toute implication, mais il admet enfin qu'il avait une liaison avec Agnès. Une seule question, maître. Est-ce que vous pensez qu'Agnès Leroux est encore en vie? Je ne sais pas. Je l'espère. Son cabinet est perquisitionné et on retrouve une photocopie du mot d'adieu qui avait été découvert chez Agnès. Et surprise, sur cette photocopie, le mot est daté en haut de la page, mais daté du 6 octobre. Mais comment Maurice a-t-il pu obtenir une copie de ce mot? Est-ce qu'il a élaboré toute une mise en scène pour faire croire au suicide? Pour le juge chargé de l'affaire, l'attitude d'Agnolet est plus que suspecte. Il lui dit même « Vous êtes le seul à ne pas chercher à savoir ce que devient Agnès ». Vous dites, oui, on va parler des casinos, et maintenant, où est Madame Agnès Leroux? Mais parce que Mademoiselle Leroux est liée complètement à l'affaire des casinos. Madame Leroux attend une réponse. Monsieur Agnolet, vous ne voulez pas nous dire, à votre avis, ce qui a pu arriver à Agnès Leroux? Il est possible qu'elle soit vivante? Absolument. C'est tout ce que vous en avez à dire. Entre-temps, l'autre maîtresse de Maurice, parce que oui, il avait une autre maîtresse qui était elle aussi une riche héritière, une dénommée Françoise Lecoeur, confirme son alibi. Il était bien avec elle à Genève dans la nuit du 27 au 28 octobre 1977. Ils auraient séjourné ensemble à l'hôtel de la Paix au bord du lac Léman.
Quoi qu'il en soit, faute de preuves matérielles suffisantes, Maurice Agnelet ressort libre. Par contre, il reste un suspect dans l'affaire, ses comptes sont gelés et il est radié du barreau. L'enquête piétine pendant plusieurs années, jusqu'en 1983, où le nouveau juge d'instruction lance un mandat d'arrêt international contre Agnelet, qui vit désormais au Canada avec Françoise Le Sœur, devenue son épouse depuis 3 ans. La guerre des casinos sur la Côte d'Azur, l'enquête suit son cours inexorablement. L'avocat Jean-Maurice Agnelet, l'amant d'Agnès Leroux, vient d'être inculpé d'homicide volontaire et d'abus de confiance. Le corps de la jeune femme n'a jamais été retrouvé. Il retourne en France de son plein gré et se rend. Il est mis en détention provisoire pour homicide volontaire le 8 août, mais il est libéré le 17 février 1984 grâce à l'alibi fourni par Françoise Le Sœur. Les charges pour le volet criminel sont abandonnées. Par contre, il est condamné à 18 mois avec sursis pour abus de confiance et complicité d'achat de vote, c'est-à-dire qu'on pense qu'il a forcé Agnès à vendre ses parts. 2 ans plus tard, Maurice Agnelet retourne en prison suite à un appel de René Leroux ayant conduit à une aggravation de la peine prononcée pour le volet financier. Pour le côté criminel, par contre, il reste innocent aux yeux de la loi. Maître Agnelet était l'ami de votre fille. Vous l'avez soupçonné d'avoir contribué à sa disparition. Or, il y a quand même eu un non-lieu à la suite de ces accusations. On ne peut pas laisser cette affaire en l'état. Je veux savoir ce que ma fille est devenue. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Il y a des responsables. Donc, il faut que les responsables soient punis. La justice a eu en main tous les éléments pour aller plus loin dans le dossier de la disparition de ma sœur. Et elle les a jamais exploités. À la fin des années 80, Agnelet a purgé sa peine, il part se mettre au vert chez son fils Guillaume au Panama, et les années passent. René Leroux, convaincu de la culpabilité d'Agnelet, cherche tous azimuts la faille qui permettrait encore de le confondre. Dans son petit studio de Monaco, elle accumule tous les dossiers de 25 ans de vie niçoise. Pour l'aider, elle travaille depuis 8 ans avec un détective privé. Régulièrement, ils font le point sur l'affaire. En 1993, on apprend enfin, grâce à un détective privé engagé par René Leroux, que les registres de l'hôtel à Genève ne mentionnent que le passage de Françoise Le Sœur, mais pas de Maurice. Pourquoi ce détail n'a-t-il pas été découvert plus tôt par les enquêteurs? Imaginez juste la tournure de l'enquête si cette information avait été récupérée dès le début. Maurice Agnelet n'aurait peut-être pas été libéré. Il faudra encore 6 ans de plus pour que cette piste soit définitivement validée, lorsque Françoise Le Sœur, désormais divorcée d'Agnelet, avoue qu'elle a menti à sa demande. Si Agnelet a tant tenu à avoir un alibi cette nuit-là, il est probable qu'il s'agisse d'une date clé. Il est exact que Maurice Agnelet n'était pas avec moi à l'Hôtel de la Paix, à Genève, les 27 et 28 octobre 1977. Suite à cette nouvelle information, la nouvelle juge d'instruction Anne Vella rouvre le dossier d'enquête au début de l'année 2000. Agnelet revient du Panama, toujours de son plein gré, et il est placé sous contrôle judiciaire pour homicide volontaire et séquestration. Pendant toute cette procédure, il reste libre. La juge Vella met énormément de moyens en œuvre pour faire avancer l'enquête. Elle va organiser des fouilles, elle fait beaucoup de recherches, elle est vraiment très investie. Malheureusement, l'enquête est très coûteuse et pour un cas aussi ancien, il est délicat de lui consacrer beaucoup de moyens. Je vais essayer de vous simplifier et résumer au maximum toute la partie qui arrive sur les procès, parce que si j'entre dans les détails, on va y passer des heures et je vais vous perdre. Moi, ça me fait plaisir. Non pas de ressasser tout ça, mais d'enlever à nouveau quelques équivoques, s'il y en a, pour obtenir à nouveau une même décision qu'il y a 13 ans, c'est-à-dire un non-lieu. En gros, on a un premier procès en 2006 à Nice. Cette fois, Agnelet est accusé d'assassinat, ce qui est une requalification importante parce que ça implique une préméditation. Donc c'est encore plus fort et plus grave qu'un homicide volontaire. Mais comme il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a pas de voiture et surtout pas de corps, Maurice Agnelet est acquitté. Jean-Maurice Agnelet, 68 ans, a donc été acquitté tout à l'heure de l'assassinat d'Agnès Leroux. Jean-Maurice Agnelet acquitté, le verdict est tombé il y a quelques minutes. Le ministère public fait appel de cette décision de justice. Il y a donc un nouveau procès en 2007 à Aix-en-Provence et cette fois, Agnelet est reconnu coupable et condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
C'est un véritable coup de tonnerre. À peine 2 heures de délibéré, la cour d'assises déclare Maurice Agnelet coupable de l'assassinat d'Agnès Leroux. Il semble abasourdi par les 20 ans de réclusion qui lui sont infligés, lui qui a 69 ans. Je crois que quand on a vécu le procès de bout en bout, eh bien on comprend que l'intime conviction des jurés a été très claire, très nette et très forte. Je suis contente des résultats. Ça fait 30 ans. C'est dur. Mais enfin bon, aujourd'hui, le résultat est là. Agnelet et sa défense cherchent évidemment tous les moyens de contrer cette décision et ils vont jusqu'à saisir la Cour européenne des droits de l'homme en 2009. Nous protestons contre cette décision que nous estimons scandaleuse. Il s'agit d'une atteinte aux droits des gens, caractérisée. Comment peut-on juger, 30 ans après, un homme sans que l'accusation soit capable de dire où, quand et comment le crime aurait été commis? Nous avons affaire à une erreur judiciaire. Entre-temps, des dénonciations peu crédibles sortent dans la presse concernant des mafieux décédés qui seraient à l'origine de la disparition d'Agnès. Honnêtement, je vous passe tous les détails, mais ça va encore faire perdre du temps. Et c'est finalement en janvier 2013 que la Cour européenne des droits de l'homme ordonne qu'un nouveau procès se fasse. En attendant, Agnelet est libéré le 1er février 2013. Un an plus tard, en mars 2014, s'ouvre le 3e procès de Maurice Agnelet à Rennes. Agnelet y apparaît très âgé et affaibli, bien qu'il conserve son répondant lors des audiences. Pendant les premières semaines de ce procès, tout se déroule à peu de choses près comme les fois précédentes. Étant donné l'état de santé fragile de Maurice Agnelet, l'opinion publique et la presse s'inquiètent qu'il ne soit pas remis en prison. Mais à quelques jours du verdict, un véritable coup de tonnerre retentit. Guillaume, le fils d'Agnelet, qui l'a soutenu depuis des décennies, décide de témoigner contre son père en disant qu'il lui aurait avoué le crime. Parce que j'ai beau avoir 15 ans, oui, j'ai 15 ans, quoi. Je me rends compte de ce qu'il dit, quoi. Alors là, je vous invite vraiment à aller voir le documentaire sur Arte pour avoir toute l'émotion et les subtilités de cette révélation, parce que toutes les personnes concernées, Guillaume et Thomas, donc les fils de Maurice Agnelet, et la famille d'Agnès, témoignent dedans et ils racontent cet épisode en détail, comment eux l'ont vécu, et moi je pourrais pas vous retranscrire ça d'une manière aussi prenante et fidèle. Je crois sincèrement que l'épisode 3 fait partie des documentaires les plus touchants et intenses que j'ai pu voir en reportage sur des affaires criminelles, et pourtant vous vous doutez que j'en ai vu beaucoup. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que Maurice et son fils avaient une relation assez ambiguë, c'est très bien évoqué dans le documentaire, mais que jusqu'à ce procès en 2014, Guillaume avait toujours soutenu publiquement son père. C'est donc une véritable onde de choc qui se produit en plein tribunal. Ce qui change aussi par rapport aux 2 procès précédents, c'est qu'Annie Litas, la première femme de Maurice Agnelet, a enfin accepté de témoigner à propos de son ex-époux. C'est une femme assez ambivalente qui refuse de prendre véritablement position. Elle ne défend pas Maurice, mais d'un autre côté, elle ne veut pas non plus l'accuser. Devant les juges, elle va raconter sa vie avec Agnelet. Petite femme de 72 ans, fatiguée mais digne, elle a raconté la vie de calvaire imposée par les turpitudes de l'homme dont elle était tombée amoureuse à 16 ans. Elle décrit un mari infidèle qui ne s'en cachait pas. Un époux qui imposait ses maîtresses, Agnès Leroux comme d'autres. Tout à sa liberté de mener en célibataire sa vie de coureur de jupons fortuné, il l'impose à la famille quand bon lui semble sa présence de pater familias autocrate. Sa dépression, ses 3 tentatives de suicide et cet homme sans scrupules et sans affect qui, alors qu'il avait hérité de la fortune de ses parents, l'a menacé d'intenter une procédure afin de lui reprendre la maison qu'ils avaient acquise ensemble et où elle vit toujours. Mais elle répond également aux accusations portées par Guillaume et, selon elle, il invente par esprit de vengeance. Je suis complètement démunie devant ces déclarations. Guillaume est en grande souffrance. Nous n'avons pas de lien très étroit. Ces derniers temps, il ne veut plus me parler. Je pense qu'il a besoin de prouver qu'il rejette toute sa famille. Il a été, comme nous tous, en dépression. Le seul moyen pour lui de supprimer sa souffrance, c'est de supprimer sa famille. À l'issue de ce procès, le 11 avril 2014, la Cour confirme la culpabilité d'Agnelet et sa condamnation à 20 années de réclusion
Bien qu'aucune preuve matérielle supplémentaire n'ait été apportée, il retourne en prison jusqu'en 2020 où il bénéficie d'une libération anticipée pour raison de santé. Il meurt 2 semaines plus tard auprès de son fils Thomas en Nouvelle-Calédonie. Même s'il a été reconnu coupable, au final, beaucoup de questions restent encore aujourd'hui sans réponse et Maurice Agnelet a emporté ses secrets dans la tombe. Qu'est-il réellement arrivé à Agnès ? Si elle est morte, ce qui a été officialisé en 2007, où est son corps ? Agnelet a-t-il été son assassin et si oui, était-il seul ou a-t-il été complice de la mafia ? Il y a quand même beaucoup d'éléments concrets qui penchent dans le sens de son implication. Le fait qu'il se soit construit un alibi pour la nuit du 27 au 28 octobre, pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'un alibi à ce moment-là, qui coïncide avec les derniers moments où Agnès a été vue en vie ? Que faisait-il réellement puisqu'il n'était pas à Genève ? Sans jeter un regard vers l'accusée, Françoise Losseur aborde le week-end d'octobre 77 où Agnès Leroux a disparu. Nous devions partir ensemble, il a annulé, comme souvent, dit-elle. Avant que je ne sois entendu par les policiers, il m'a dit « Je n'ai rien fait Agnès, mais dis que tu étais avec moi ce week-end-là ». Deuxième point, parmi tous les proches d'Agnès, c'est le seul à ne pas avoir essayé de l'appeler. Tous les autres ont laissé des messages inquiets sur son répondeur, mais Agnelet, lui, disait que c'était pas son problème. Ensuite, 2 semaines après la disparition d'Agnès, il retire une grosse partie de l'argent qui était sur leur compte commun, puis il le vide totalement quelques mois après. Aussi, il y a cette fameuse photocopie de la lettre d'adieu d'Agnès à son cabinet d'avocat. Et on pense que ce mot datait de la première tentative de suicide, sauf que pour la version retrouvée dans l'appartement d'Agnès, la date avait été coupée. Encore un autre point. En 1984, Agnelet témoigne devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et il fait un lapsus en disant « la mort d'Agnès ». Et enfin, le témoignage de son fils Guillaume qui affirme qu'il a reconnu le meurtre devant lui. Ça fait quand même beaucoup d'éléments, même s'ils sont indirects, qui laissent penser que Maurice Agnelet serait soit l'assassin d'Agnès, soit en tout cas un complice ou quelqu'un qui savait beaucoup de choses. Maintenant, j'ai aussi remarqué quelque chose dans le mode de fonctionnement de Maurice Agnelet avec les femmes. Elles ont toutes eu une utilité particulière dans sa vie. Je vous récapitule. Il épouse Annie Littas pour échapper à une mission militaire à l'autre bout du monde. C'est pas moi qui invente, c'est lui qui le dit. Il fait tout pour entrer dans la famille Leroux et se rapprocher d'Agnès, non pas parce qu'il l'apprécie, mais pour son nom de famille et pour son héritage. Agnès avait résumé ça amèrement à une amie en disant « s'il pouvait s'intéresser plus à mon cul qu'à mon fric ». Ensuite, il fait un mariage blanc avec une certaine France Chevrette, uniquement pour obtenir les papiers canadiens. Et enfin, en 1983, il épouse son ex-maîtresse Françoise Losseur. Il faut savoir qu'en France, une personne mariée à un suspect ne peut pas être amenée à témoigner contre lui sous serment. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que si jamais elle ment lors d'une audition ou d'un procès, cette personne ne peut pas être poursuivie pour son mensonge. Aujourd'hui, cette disposition a même été étendue aux concubins, mais à l'époque, il fallait être marié. Donc, Agnelet avait tout intérêt à épouser Françoise Losseur afin de lui garantir une forme de sécurité pour s'assurer qu'elle ne serait pas tentée de reconnaître qu'elle avait fourni un faux témoignage. Ce qui est certain, c'est que Maurice Agnelet était un homme ambitieux, prêt à tout pour réussir et s'élever dans l'échelle sociale. Tous ceux qui l'ont connu le disent. Alain Mergui, l'expert psychologue qui a examiné Agnelet en 2002, a déclaré « C'est un homme ambivalent, présentant un désir d'emprise sur l'autre dans une spirale sans limite. Cet appétit démesuré de toute puissance traduit, à notre sens, un désir de réparation par rapport à un manque de reconnaissance profondément enfoui, imputable peut-être au ratage de la relation au père. » Cette hypothèse concernant les origines de sa froideur et de ses tendances à utiliser les autres sont encore une fois bien développées dans le documentaire sur Arte si jamais vous avez envie de creuser cet aspect. Et c'est intéressant de se pencher sur le côté filial dans la famille Agnelet parce que cette recherche de reconnaissance du père, on la retrouve aussi chez ses 2 fils, Guillaume et Thomas. On voit bien la complexité de leur relation. C'était vraiment du genre je te soutiens, mais d'un autre côté, je pars vivre loin de toi à l'autre bout du monde, puis je te reviens, etc. On a le sentiment qu'il y a eu beaucoup de déni, de volonté de convaincre et peut-être de se convaincre que leur père était innocent.
C'est pour ça que le reportage a quelque chose en plus par rapport à beaucoup d'autres sur le même sujet. On a vraiment leur témoignage dans toutes leurs nuances et leur ambivalence. Et puis il y a Jérôme, le fils aîné de la famille Agnolet. J'en ai pas vraiment parlé jusqu'à présent parce qu'il a eu un parcours de vie difficile, mais surtout en marge de ses parents. Il est décédé du sida en 1990, mais avant ça, il avait des rapports extrêmement conflictuels avec ses parents. Plusieurs lettres témoignent de la violence des sentiments qu'il éprouvait à leur égard. Vous me rendez malade chaque jour un peu plus. Même au cœur du bonheur, vous m'empoisonnez l'existence. J'ai peur de vous, de vos moyens de pression, de vos intelligences, je ne veux plus vous voir. Une carte pour dire encore et toujours que mes parents sont des assassins. J'ai ouvert un sac pour les y mettre tous dedans, qu'ensuite il faudra jeter le sac dans un dépôt de déchets radioactifs. Même si je pense pas que Jérôme faisait référence à Agnès dans ses lettres, je trouve que c'est intéressant de voir combien les membres de cette famille étaient douloureux les uns pour les autres et qu'ils se sont détruits. Au final, et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette affaire est un exemple très frappant de la violence judiciaire et médiatique. Depuis 45 ans, de procédures, en procès, en interview, les familles Leroux et Agnolet ont été disséquées, elles se sont déchirées, elles ont toutes les deux été broyées, malheureusement en vain parce que la vérité n'a pas éclaté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je pense que vous l'aurez compris, c'est une affaire si complexe que j'ai pas tout pu vous dire. J'ai essayé de principalement l'orienter sur le côté psy, comme d'habitude, mais il existe beaucoup de ressources si jamais vous souhaitez en savoir plus. Il y a notamment le livre de Michel Henry, Agnolet, l'homme que l'on n'aimait pas, et bien sûr le documentaire Tant qu'il ne retrouve pas le corps, disponible dès à présent sur la plateforme d'Arte, gratuitement, et que je vous recommande vivement. Merci énormément à Arte de m'avoir fait confiance pour vous parler de cette histoire. J'espère que mon travail vous aura plu et aura éveillé votre curiosité. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais de gros bisous, et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been?